Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi. Le football est-il imprévisible? Bienvenue à toutes et à tous dans ce 28e et dernier épisode du COMEX de la saison. Un épisode donc dédié à l'imprévisibilité dans le football et dans lequel il sera évidemment question de planification sportive. Nous évoquerons à ce sujet peut-être la question des entraîneurs pompiers de service arrivant en cours de saison pour chambouler des effectifs en perte de vitesse. Et à ce sujet, vous pouvez retrouver dans le 14e numéro de l'After, disponible depuis ce jeudi, un article de Romain Canuti sur les 10 commandements du pompier de service, un article qui décrypte les différentes attitudes à adopter par un entraîneur pour permettre à son équipe de se relancer tactiquement et psychologiquement. Un article que vous pourrez consulter en vous rendant sur le site l'after.media, sur lequel vous aurez la possibilité de commander le dernier numéro de la revue, ou encore mieux, de vous abonner pour la modique somme de 4,50 € par mois et donc de recevoir les 6 numéros annuels, en plus d'accéder à tous les numéros déjà parus et aux contributions des abonnés et des contributeurs de la revue sur le site. Comment donc évoquer la question de l'imprévisibilité dans le football sans commencer par évoquer évidemment l'aspect financier? Évidemment, dans un football ultra popularisé et ultra financiarisé, l'aspect économique joue un rôle essentiel dans l'imprévisibilité sur une saison. Hormis la bonne surprise Aston Villa et les catastrophes Manchester, Chelsea et Everton cette saison, le classement définitif de la Première Ligue ressemble très sensiblement au classement par budget des clubs en début de saison. Le champion de Première Ligue est le club ayant le budget le plus important, tandis que les 3 clubs relégués font partie des 4 plus petits budgets de la saison. Une tendance accentuée par le manque de régulation et de système de redistribution entre les clubs, le système de qualification pour les compétitions européennes ou encore le système de redistribution des droits TV ont tendance à accentuer les inégalités entre les grands et les petits clubs, et les nouveaux projets de réforme de Ligue des Champions et des Super League, ainsi que le potentiel nouveau contrat des droits TV de la Ligue 1 notamment, ne tendent qu'à accentuer encore ce phénomène. Une tendance par exemple moins marquée dans les grandes ligues de sport américaines où les systèmes de salary cap et de draft permettent une redistribution des revenus et une meilleure répartition des talents. Bien que certaines surprises apparaissent ponctuellement, comme le Bayer Leverkusen cette saison, les saisons de football semblent donc dictées par les investissements financiers de chaque club. En revanche, le fameux poncif selon lequel sur un match tout est possible semble perdurer. En effet, de par ses règles, le football reste aujourd'hui imprévisible le temps d'un match de 90 minutes. Contrairement à d'autres sports comme le basket et le rugby où le nombre de points marqués est significatif pendant la durée d'un match, le nombre de buts marqués pendant un match de football reste souvent minime. À titre indicatif, 17% des matchs, soit près d'un match sur 5, se soldent sur le score de 1-0, qui est le score le plus répandu, et en moyenne, 2,37 buts sont inscrits dans un match de football. Ce chiffre minime montre que n'importe quelle équipe, peu importe son budget, est capable d'en battre une autre sans même parfois être obligé de frapper une fois au but. Ajoutez à ça le fait que le football c'est un sport collectif où chacun des 22 acteurs possède une liberté de mouvement et de déplacement quasi totale, contrairement au rugby par exemple où les passes vers l'avant sont interdites, et vous obtenez une combinaison de facteurs qui rend le football totalement imprévisible. Comment expliquer alors cette dichotomie entre la prévisibilité d'une saison et l'imprévisibilité d'un match de football? Dans le livre des amis de Coparena, nommé Comment gagner un match de foot, de nombreux éléments sont avancés afin de réduire l'aléa sportif et donc l'imprévisibilité. Du recrutement à la méthodologie d'entraînement en passant par la mise en place de systèmes de data ainsi que la préparation physique et mentale, tous ces éléments qu'on pourrait donc regrouper sous l'appellation de planification sportive et qui permettent à certains clubs de s'élever plus haut qu'ils ne devraient et à d'autres d'échouer là où ils devraient réussir. La finale d'Europa League qui a lieu ce mercredi est peut-être d'ailleurs le symbole de planification sportive réussie entre un Bayer Leverkusen virevoltant et une Atalanta Bergame dont le projet sportif inspire tout un pays depuis près d'une décennie. Le football est-il réellement imprévisible? C'est donc le thème de notre 28e et dernier épisode de la saison. Et pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, évidemment, les 3 artistes du jour. Pas d'intro farfelu pour cette dernière, on va droit au but et on commence avec le rédacteur en chef du COMEX, Monsieur Thibault Leplat. Comment ça va, Thibault? Je préfère directeur de la rédaction. C'est un
C'est encore un cran au-dessus, en fait. C'est dans le point du Ah ouais, chef. d'accord. C'est chef plus 1, en fait. D'accord. Charge à moi PDG ensuite même, de peut-être, non, c'est trouver. ce qu'il y a de plus simple. euh, il y a non, il y a président du conseil d'administration ou président du conseil de surveillance. Ça, j'aimerais bien faire ça. Ah ouais, très bien. Ok, bah allez, je touche ce titre pour le temps de cette soirée en tout cas. Pour nous accompagner aussi, le financier de la bande, celui qui s'assure que les comptes sont dans le vert. Et visiblement, pour une fois, bah, il fait pas hyper bien son boulot. Mesdames et messieurs, monsieur David Guzman est avec nous. Comment ça va, David? Bonsoir tout le monde. Très simple, bravo. Très belle introduction. Sobre, on m'a dit sobre, pas de fantaisie. Donc C'est vrai, voilà. c'est vrai. Plat du pied sécurité. Et bah écoutez, comme David ne fait pas très bien son boulot de financier, si vous souhaitez nous soutenir, vous avez la possibilité de le faire de deux façons. Vous pouvez le faire soit en nous faisant des petits dons sur notre cagnotte Helloasso, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet et nos réseaux sociaux, soit en partageant, en likant et en vous abonnant à ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, c'est très important pour nous. On a de plus en plus de retours d'auditeurs, je croise de plus en plus de gens qui me parlent plus souvent du COMEX même que de l'after, donc je tenais à féliciter tout le monde. Extrêmement Beaucoup classe. d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez vous-même des retours, mais je salue les gens que j'ai croisés déjà, qui m'en parlé. J'ai eu mon analyste qui est arrivé là, qui m'a dit alors comme ça, Timothée est allé dans le restaurant de ton beau-frère le lendemain, en fait, 3 heures après que ce soit publié. Donc en fait, et les bonus étaient passés. Donc enfin ça va, c'était pour vous dire qu'il n'a pas fait ça dans l'espoir d'un gain quelconque. Ouais, pour faire croire qu'il l'a pas fait dans l'espoir de, tu vois, ça va plus loin peut-être. Voilà, c'est ça. Non, tu t'es fait avoir. Non. Avec nous aussi l'historien de l'équipe, les questions de prévisibilité du football, il les traite depuis plus de 50 ans. L'ami Shérif Guémour est avec nous ce soir. Comment ça va, Shérif? Ça va très bien, bonsoir à tous. Pleine forme? Ça va, allons à l'essentiel. Premier poteau, premier servi. Magnifique. Et enfin avec nous aussi le responsable des partenariats, celui qui ne fait pas super bien son taf puisqu'aucun partenariat n'a encore été conclu pour notre dispositif spécial pour l'Euro. Mais je le garde espoir, tout ça ne saurait tarder. Florian Lisca, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On a vécu encore un beau week-end de sport, un beau week-end de foot, donc tout va bien. Très bien. Et tu te prépares pour le show de la Star Academy qui arrive bientôt en juin à l'Accor Arena, c'est ça? Absolument pas. Il y aura des anciens ou pas? Ah, je pense, oui, je pense. Alors si vous voulez tout savoir, moi, il y a Cyril de la Star Academy qui est un des anciens vainqueurs qui a chanté à mon mariage, qui était d'ailleurs il faisait partie du groupe. Lui aussi avait été Destination Homme. Je ne pense pas. Mais voilà, vous savez tout. T'as un réseau, David, c'est quand même monstrueux. Waouh. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ça a tourné sur le lobby juif dans 2 minutes, ça va pas traîner. Oh là. Ok, on va basculer d'entrée sur notre sujet. On va basculer sur notre sujet du jour. Le football est-il prévisible? C'est donc le thème de cette 28e émission et on va commencer cette émission avec est-il prévisible ou imprévisible, Val? On s'est mis d'accord ou pas sur le... On s'est mis d'accord. Le visuel, c'était imprévisible, donc on fait le visuel. Imprévisible, voilà. J'ai pas eu le temps de changer le visuel. Après, la question revient un petit peu au même, si je peux me permettre. Non, mais il faut que, tu vois, les gens, ils écoutent, ils sont en train... Là, ils sont au sport, ils sont en train de faire du vélo et tout. Il faut que ce soit, tu vois, il faut que ce soit un peu carré. Donc, on leur dit, voilà, le sujet, c'est... Le football est-il imprévisible? Voilà. C'était le directeur de la rédaction. C'est comme ça qu'il apparaîtra. Hop. Voilà. C'est comme ça. T'es pas du tout directeur de la rédaction, t'es directeur du conseil de surveillance, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Non, président du conseil de surveillance. Président du conseil de surveillance. On va commencer avec toi, Thibaut, justement. Et tu voulais commencer ta démonstration en parlant d'une idée connue de tous, qui est gouverner, c'est prévoir. Oui, gouverner, c'est prévoir. Vous connaissez l'adage politique qui revient en fait à une idée assez ancienne. Qui n'est pas au départ une idée qui vient de la politique, mais qui vient de la science. Connaître, c'est prévoir, en réalité. L'un des critères de scientificité d'une théorie, ce qui fait qu'on a affaire à de la science, quand on a affaire à la science physique, à de l'astronomie, à de la biologie, c'est qu'on est capable de prévoir l'avenir, en quelque sorte. Qu'on est capable d'annoncer ce qui va arriver autant que possible. Et c'est la science qui, en quelque sorte, a un peu remplacé la magie sur ce plan-là et la divination, dans la mesure où, on a bien vu le cas avec le Covid, où la connaissance scientifique, la connaissance statistique permet, au nom de l'étude du présent, de faire ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire donc d'analyser rationnellement un futur qui est susceptible d'arriver. Donc,
il n'y a pas de science sans cette capacité de prospective. Il n'y a pas de science sans cette capacité à comprendre le réel et donc à le prévoir. Il ne s'agit pas de le prévoir comme une astrologue prévoit l'avenir à long terme, c'est simplement d'être capable au nom de l'analyse des causalités multiples qu'il puisse avoir, A entraîne B, entraîne C, entraîne D, E, F, être capable de mettre tout ça dans un grand ordinateur et en tirer donc des conclusions logiques. L'idée de la science, c'est d'établir une causalité vers l'avenir, de dire s'il s'est passé ça, il va se passer donc cette chose-là. Donc dire que le football est prévisible, en tout cas, il y a une tendance dans le football qui consiste à dire, tu parlais de Copa Arena tout à l'heure, très, très excellent exemple, comment regarder un match de foot par exemple, c'est cette tendance qu'il y a dans le football de vouloir faire de cette activité sportive une science. Une science, pourquoi ? Parce que elle permettrait ensuite de réduire la part d'imprévu. Et c'est valable dans la gestion, on le voit, on a fait des émissions sur ce sujet-là, comment rationaliser une gestion, comment avoir un management compétent, comment avoir le plus possible un organigramme rationnel. C'est l'idée, encore une fois, de rendre la gestion prévisible, qu'on n'ait pas quelqu'un qui tout à coup sorte du chapeau une idée, qui ait des principes, qu'il soit une administration logique. Donc premier champ de la prévisibilité, la gestion. Ensuite dans la question tactique aussi. Hein, la tactique c'est ça, c'est comment organiser l'avenir, comment organiser le match pour qu'on ait le plus de maîtrise possible. Les statistiques ont cette fonction-là aussi, c'est on organise, on analyse le passé, on analyse l'ensemble des données qu'on a, le big data c'est ça, pour ensuite prévoir des modèles qui vont permettre, ce sont les XG, qui vont permettre ou effectivement des courbes de progression, des courbes de préparation physique, qui vont permettre d'analyser l'état de santé d'un joueur, l'état de santé d'une équipe, tout ça pour réduire encore une fois la partie d'inconnu. Cette fois-ci, l'imprévu, c'est l'inconnu. Hein, c'est comment réduire le champ de l'imprévu. Enfin, deux autres thèmes noter par exemple la narration. Le journalisme essaie aussi de réduire l'imprévu en le ramenant à des figures connues, la rédemption, les grandes figures en fait de la narration, qui va être le duel entre les frères ennemis, le discours de la rédemption, le discours de la damnation. Là, on voit avec Pierre Sage, par exemple, c'est le discours de l'homme providentiel, celui qui a changé. Donc, ce sont des figures qu'on retrouve. Pareil, encore une fois, une manière de mettre de la rationalité dans ce qui semble au départ chaotique. Et enfin, dernier élément, on le voit dans l'arbitrage, la VAR. La VAR, c'est exactement typiquement l'exemple de ce moment où on va essayer de prévoir l'arbitrage. On va réduire la marge d'interprétation. Cette fois-ci, l'imprévu, c'est l'imprévu interprétatif. On va réduire au maximum la capacité d'interprétation de l'arbitre. Donc, la dynamique du football moderne est une dynamique vers plus de rationalité, donc vers plus de prévisibilité. Ça, c'est la dynamique. Je pense qu'on peut sur ces peut-être 30 dernières années, peut-être même toute l'histoire du football est faite de ça. Hein. Je rappelle que par exemple les entraîneurs, c'est une figure qui est apparue dans les années 30, le football a été inventé au 1850, donc il y a eu près de 70 ans, plus de 70 ans, 80 ans, l'époque où il n'y avait même pas d'entraîneur, où on considérait même qu'avoir un entraîneur c'était un avantage indu. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a des centaines d'autres. Donc l'idée c'est que le football, dans le progrès du football, dans l'idée que le football puisse être une activité connaissable, qui puisse être un objet de savoir, il y a cette idée de réduire l'imprévu. Problème, il y a un paradoxe, c'est que en réalité, qu'est-ce que l'imprévu ? C'est-à-dire, c'est le contraire du prévu. L'imprévu fait-il encore partie du champ du prévoir ? Alors là, si on commence à faire de la logique, de la philo, c'est bizarre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'imprévu ? L'imprévu, c'est le contraire du prévu, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on imaginait qu'il allait se passer. Sauf qu'il n'y a d'imprévu que parce qu'il y a du prévu. Donc ça veut dire quoi ? Conséquence logique et paradoxale, plus on va prévoir, plus il va y avoir d'imprévus. Et c'est là le paradoxe dans le cas du football. C'est-à-dire que plus je vais faire des statistiques, par exemple, de prévision de but, plus je vais avoir des cas particuliers qui vont démentir les statistiques. Plus je vais élargir le champ du prévoir, plus celui de l'imprévu va s'élargir en même temps. Donc, ce qui semblait être une logique interne, historique, au développement du football, d'un point de vue purement, si je puis dire, philosophique ou d'un point de vue purement conceptuel, c'est paradoxal. C'est-à-dire que je vais me retrouver en fait dans un champ où plus je vais connaître, plus en réalité je vais ignorer ce qu'il me reste à connaître. La preuve étant qu'on a beau faire toutes les prévisions qu'on veut, on a Lorient qui descend alors qu'il a le 8e budget, on a Lyon qui passe de relégable à européen dans les mêmes saisons, on l'a jamais vu, on n'a que les cas particuliers, le Bayer Leverkusen que personne n'avait vu venir qui finit champion d'Allemagne. Bref, si on s'en tenu aux statistiques, jamais tout cela n'aurait dû arriver. Il n'y a que des anomalies en réalité quand on regarde les cas particuliers. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que le concept d'imprévu est pas bon.
Le concept d'imprévu, parce qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui fait le sel précisément du football, la saison du Bayer Leverkusen, la saison de l'OL, c'est précisément cette volonté d'imprévu. Et qu'en réalité, ce qui est dans le champ du prévoir, en réalité, dans le football, ne le concerne pas. Parce que l'imprévu, en réalité, ce qu'on pense être de l'imprévu, c'est une prévision décevante. Or, nous, ça ne nous déçoit pas du tout, l'imprévu, dans le football. Au contraire, c'est ça qu'on cherche. On cherche quelque chose qui ne soit pas décevant. Donc, on ne veut absolument pas ni de prévu ni d'imprévu. Ce qu'on attend, c'est l'accident. Hein, à tout moment, un match peut basculer sur un geste, sur une action. Et donc, à mon avis, le concept qu'il faut mobiliser plutôt que la question de l'imprévu, c'est la question de la contingence. Et là, je terminerai là-dessus. C'est quoi la contingence? J'en ai déjà parlé ici. C'est l'idée qu'il y a des régularités possibles et que parfois, il y a des anomalies. Et que la contingence, c'est ce qui peut ne pas être, c'est-à-dire que c'est le peut-être. Dans un match, il peut peut-être se passer quelque chose d'inattendu. On n'est pas relativement on n'est pas, je peux dire, dans l'imprévu, dans le sens où on ne guette pas que le Real Madrid perde tous les matchs. Parce que sinon, c'est plus le Real Madrid. On guette le moment où le Real Madrid va peut-être perdre un match. Et il est là le ressort de la compétition. Il est dans cette idée qu'il y a une régularité à maintenir pour des questions économiques. Il faut que le Real Madrid soit là pour pouvoir financer l'économie, mais en même temps, l'idée qu'il puisse peut-être, à un moment, perdre sur un coup de dé, sur un coup de hasard. Et donc, s'il fallait faire une définition philosophique, je veux dire, du football, ce serait ce jeu avec la contingence. C'est comment on va jouer avec la contingence pour la conjurer, et en quelque sorte conjurer l'imprévu inquiétant, remplacer l'imprévu par de la contingence, c'est-à-dire une vision d'une fiction possible, d'un monde possible où la prévision puisse être encourageante, puisse être, que la prévision devienne désirable, que l'imprévu devienne désirable. La contingence, c'est de l'imprévu désirable. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Et alors, loin de moi... C'est parti dans les tours un peu là. Non, moi j'ai trouvé ça très clair. Après, j'étais très concentré sur ton intervention, mais ça rappelle évidemment un domaine que je ne veux pas me présenter comme expert, mais le domaine de la prospection économique, qui est souvent le fruit de plusieurs déceptions, notamment, je pense, au troisième groupe du GIEC, qui est ce groupe qui intervient notamment pour présenter des rapports sur l'état de la planète Terre. Et ce troisième groupe qui est composé d'économiques et qui est très souvent critiqué sur toutes ces questions-là pour ses perspectives économiques qui ne se réalisent évidemment jamais. Et je trouve que ça corrobore un petit peu ce que tu dis. Oui, bien sûr. On va c'est l'idée que voilà. Pardon, continuons, on en reparlera. Très bien, on en reparle dans la deuxième partie. On va enchaîner justement avec toi, David. Et toi, tu voulais évoquer, pour répondre à notre problématique du jour, tu voulais évoquer le sujet de l'élargissement des compétitions. Oui, enfin, l'élargissement des compétitions, la modification plus ou moins des compétitions. Et là, vous parlez de perspectives économiques en fait qui ne se réalisent jamais. Je pense que les clubs de Ligue 1 sont bien placés pour en parler, puisque j'en parlais l'année dernière et je vais en parler à la fin de mon intervention. Il y a un décalage d'à peu près 200 millions en cumulé entre les budgets qui sont présentés à la DNCG en juin et le budget qui est réalisé en juin d'après. Donc voilà. Mais concernant le côté imprévisible du football, ce qui est très triste, c'est que la prévisibilité est désormais organisée par les plus gros clubs et par les championnats. C'est-à-dire que à différentes échelles, à différents niveaux, il y a cette théorie des locomotives qui est désormais institutionnalisée. Même dans le pays où le championnat où la redistribution la plus juste, la plus égalitaire, la Première Ligue, il y a un fossé qui est en train de se creuser, non pas entre les équipes de Première Ligue, mais entre les divisions. C'était d'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la pub, pour une nouvelle pub pour la revue de l'After, c'est l'objet de ma colonne financière sur le parachute. Mais les parachutes, c'est un exemple frappant de la volonté absolue de maîtriser l'avenir. Qu'est-ce qu'un parachute? Très rapidement pour nos éditeurs qui auraient eu la mauvaise idée de ne pas encore acheter la revue de l'After, c'est une somme qui est attribuée aux 3 équipes descendant en Championship, donc en 2e division anglaise, pour compenser la perte de revenus liée au manque à gagner sur les droits télé. Donc, pour vous donner un exemple chiffré, Leicester, qui est d'ailleurs fini champion de Championship cette année, qu'on retrouvera en Première Ligue s'il passe la juridiction sportive et financière, a touché 96 millions
de livres cette année. C'est à peu près 5 fois le budget de Rotherham, qui avait le plus petit budget de la division. Donc, de par cette générosité qui est indue, en fait, parce on sanctionne l'échec, il y a toute une division 1 bis qui est en train de se créer en Angleterre. On voit d'ailleurs cette année qui remonte, c'est Leicester, Ipswich qui est la surprise absolue, car ils étaient en Ligue 1 en 3e division, c'est la première équipe à faire une promotion back-to-back de suite depuis Southampton en 2011. Mais la finale des playoffs, ce sera Leeds-Southampton, qui était également en première ligne l'année dernière. Donc, dans ce pays où la répartition se veut égalitaire, on est en train de créer une 2e division entre les premières et la 2e division, une division parallèle, justement pour sanctionner le moins possible l'échec et pour réduire ce côté imprévisible. Et ce phénomène, on le retrouve également en France avec la gestion Labrune, avec les fameuses locomotives qu'il faut absolument encourager, qu'il faut absolument récompenser. Locomotives autoproclamées. Parce qu'on voit dans la répartition de la MAN CVC, la société commerciale qui a été créée pour commercialiser les droits de la Ligue, que les clubs qui ont été le plus favorisés ne sont pas forcément les plus performants en Coupe d'Europe. Il y a bien évidemment le PSG à 200 millions, il y a l'OM à 90 millions, mais en dessous, il y a des strates où on retrouve Rennes, on retrouve Nice, merci le président Rivière, on retrouve Lille, et d'à côté, on retrouve Rennes, mais Rennes, et pourquoi pas Lens, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très arbitraire. Et on est sur des montants sur la MAN CVC du simple au double, une différence de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est absolument énorme. C'est les 3/4 du budget de Brest. Donc là encore, on organise une espèce de prédictibilité du gratin que l'on veut figer au détriment des autres. Idem avec le nouveau calcul des droits télé, où pour tout montant au-dessus de 700 millions d'euros, la part de notoriété passera de 20 à 50%. C'est-à-dire que la Ligue 1 deviendrait en partie une boîte de nuit où seuls les habitués en fait peuvent rentrer, où la part fixe sera complètement annihilée. Et l'instauration, et encore pire, l'instauration du play-off depuis la moitié des années 2010 pour monter en première division, c'est non plus une cristallisation par l'argent, mais une cristallisation par le format de compétition. C'est-à-dire que pour rappeler à nos auditeurs qui ne sont pas familiers, malheureusement, moi je suis très familier avec la deuxième division, avec la Ligue 2, il y a 2 équipes qui montent immédiatement, donc un 10e, ça passera à 18, donc un 10e cette année qui monte immédiatement directement de Ligue 2 en Ligue 1, et après il y a un play-off, et ce play-off c'est le 4e qui joue le 5e, 3 jours après son dernier match, donc c'est Rodez, Paris FC qui se rejoue demain, ensuite le vainqueur joue contre le 3e, donc une semaine après la fin du championnat, après avoir fait 38 journées, et le vainqueur joue en aller-retour, avec retour chez le club de Ligue 1 contre le 16e de Ligue 1. Ce qui fait que, historiquement, ça a fortement favorisé le club de Ligue 1 qui aura 2 semaines pour se reposer, qui aura fini 16e, qui aura 2 semaines pour recharger les batteries, pendant que l'équipe qui va l'affronter aura joué 2 matchs de plus, donc 3 jours après sa dernière rencontre, et qui va jouer le match retour chez le 16e de Ligue 1. Donc il y a encore une fois cette volonté de cristalliser, de rendre l'élite absolument prévisible. Il y a d'une part cette cristallisation par l'argent, et 2, cette cristallisation que je dirais institutionnelle, réglementaire, par le changement du règlement des compétitions, pour favoriser les clubs déjà installés. Et le problème, c'est qu'il y a désormais une telle pression économique sur les clubs moyens ou non rétribués par CVC qu'au final, ils sont obligés de tendre les QL et d'accepter ce qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'il y a une soumission économique. Pourquoi vous croyez que des hommes d'affaires aussi avisés que Jean-Pierre Caillot, que Luc Ferry, ne disent rien quand ils se font flouer dans la répartition? C'est que malheureusement, ils ont... Loïc Ferry. Luc Ferry est sur autre chose que j'admire aussi, mais pour d'autres raisons. Absolument. Je pense que Loïc a plus de soucis que Luc actuellement. Mais voilà. D'argent, certainement mais pas. Non.
mais non, son fond se porte pas mal. Mais en fait, il y a cette double cristallisation du mérite qui amenuise très fortement l'imprévisibilité du football. Tu veux dire que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas, David? Je peux pas croire ça. Absolument pas. Et encore moins dans le Je football. peux pas croire ça. Je peux pas croire ça. Et encore moins dans le football. D'ailleurs, si tu regardes toutes les ligues les plus attractives, sont les ligues qui répartissent le plus équitablement les revenus. Absolument toutes. Ah merde, ça fait 8 ans qu'on votait pour ça. Ouais. Non, mais moi, je suis assez haut dans la cascade. Je suis assez haut dans la cascade, moi. Donc, en fait, si tu veux. Donc ça va, toi. C'est la chaîne alimentaire, toi. C'est plus que la cascade. Est-ce que t'es au niveau de la grande cascade? Exactement. C'est quoi, David, les ligues vertueuses? C'est lesquelles? Non, mais vertueux, en fait, celles qui Oui, se bah, tu m'as vendent, compris. C'est quoi? c'est les ligues Bundesliga, américaines, la Première Ligue et la Bundesliga, en fait, qui sont les ligues les plus justes dans l'équilibre. Et d'ailleurs, j'en parlerai en deuxième partie, mais il y a un schisme également entre la Première Ligue et tout le reste du foot professionnel anglais. Très bien, on en discutera dans cette deuxième partie. On va passer à la troisième intervention, la tienne, Chérif, puisque je t'ai présenté dans mon introduction comme l'historien de la bande. Et c'est pas pour rien que tu voulais, à ton tour, et dans la continuité de ce que disait David, revenir sur l'évolution du football et la réduction de l'aléa sportif. Oui, c'est pas de l'histoire, c'est des faits facilement constatables. Donc, est-ce que le football est imprévisible? Non. Quand on regarde les grandes compétitions, on sait tous que en Ligue des Champions, le plateau pratiquement dès les huitièmes, j'allais dire les quarts, non, dès les huitièmes, on sait à peu près depuis pas mal d'années quelles équipes on va retrouver. Je rappelle que la dernière grande surprise d'une finale à deux outsiders en Ligue des Champions, c'est Porto-Monaco en 2004 déjà. Puis après, bon, le reste, c'est globalement le haut du panier européen qu'on retrouve. Bon, il y a un peu d'imprévisibilité, c'est quand on voit que bon, l'Italie n'a pas joué les deux dernières Coupes du Monde ou que l'Allemagne se fait sortir au premier tour, pareil pour les deux dernières Coupes du Monde. Mais ça, c'est cyclique. L'Italie reviendra, l'Allemagne reviendra, et plutôt qu'on ne le pensait, puisque l'Italie a gagné l'Euro. Sinon, comment dire, on essaye de compenser par des subterfuges, comme ça devient de plus en plus prévisible. On crée des subterfuges du genre on élargit le plateau, c'est-à-dire bon, l'Euro maintenant c'est 24 équipes, la Coupe du Monde 48, et on crée même une sorte de lot de consolation qui est la Ligue Europa Conférence. Tout ça, c'est histoire, je pense, pour nous habituer, enfin pour faire passer la pilule de la prévisibilité justement des compétitions. Et je poursuivrai sur l'idée que je défends sur le projet de la Super League. Je disais que la Ligue des Champions, c'est le spectacle total, c'est-à-dire l'excellence absolue avec des super matchs, super arbitrages, super buts, super actions, super équipes physiquement préparées. Donc, spectacle total et business arrivé à maturité. C'est-à-dire que tout est à peu près sur les rails. C'est, comme dirais-je, c'est un spectacle qui marche tout seul, qui fonctionne parfaitement bien. Et le problème, c'est qu'il y avait qu'un seul vainqueur. Et je pense que l'une des idées fondamentales du projet de la Super League, c'est d'arriver en fait à accepter l'idée qu'il y a un champion, parce qu'il y aura un champion quand même, ça reste une compétition, une sorte de championnat. Donc un champion sportif, mais une compétition où tout le monde sera vainqueur économiquement. Parce que c'est l'aboutissement de ce spectacle total et d'un business arrivé à maturité. Il y a une étape supérieure qui est cette Super League où tout le monde participe. L'imprévisibilité, oui, elle existera parce qu'il y aura un champion, un deuxième, un troisième et même un dernier. Mais voilà, sportivement, il y aura un champion, économiquement, il n'y aura que des vainqueurs. Donc, je pense que c'est l'un des aboutissements du projet de la Super Coupe. Super Coupe. Et voilà, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que malgré le fait que le football ce soit prévisible, il reste encore une part d'aléatoire.
Alors hier, je suis allé à la brocante Ce Foot et il y avait un débat très intéressant entre trois auteurs. Malheureusement, j'ai pas noté les noms. Et alors, il y a une phrase que j'ai bien aimée. C'est d'un des auteurs qui a sorti un livre. Il disait plus c'est aléatoire et plus c'est addictif. Et j'ai bien aimé cette formule parce que ça résume, bah oui, la nature humaine. C'est-à-dire que on se plie. Alors moi, je pense que c'est métaphysique, c'est chercher des signes de la destinée à travers des résultats de foot, un score final, comme on se fie aussi au jeu de cartes, la signification de la dame de cœur, de l'as de pique, du 7 de trèfle. On cherche toujours des signes qui vont nous éclairer sur notre destinée. Donc tout ce qui est aléatoire, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui est imprévisible, ouais, ça nous rend addictifs. Et l'aléatoire, c'est aussi ce que travaillent tous les entraîneurs. C'est ce que disent, c'est la formule célèbre des entraîneurs de dire moi, mon boulot, c'est pas de gagner un match, évidemment, c'est de gagner un match, mais c'est de réduire au maximum la part de l'aléa. Donc, donc voilà, tout ce qui est aléatoire, non, plus c'est aléatoire, plus c'est addictif, notre pauvre nature humaine. Et je finirai par la particularité du foot, c'est l'un des rares sports où il y a des 0-0. C'est-à-dire, là, c'est purement imprévisible, c'est la nature même du foot. Marquer un but, c'est pas forcément une évidence. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Et nous, on se plie à ce genre de folie. On accepte de perdre du temps, on accepte de s'être fait flouer, d'avoir perdu 1 heure et demie pour finir sur un pauvre 0-0. Mais comme c'est un must de connaisseurs, le 0-0, c'est un truc franchement élitiste. J'oublie jamais que le plus beau match de la Coupe du Monde 98, c'était pas la finale France-Brésil 3-0, c'était plutôt France-Italie en quart de finale, un pur 0-0 magnifique d'un point de vue tactique. Donc voilà, l'aléatoire est addictif et en plus il est élitiste. Voilà, c'est le mot de la fin. Pour revenir sur ton dernier point, Chérif, pour préparer cette émission, j'ai feuilleté un petit peu j'ai cherché un petit peu dans les meilleurs d'internet et beaucoup d'articles étaient reliés à la question des paris sportifs. Et justement, ça me fait penser quand tu parles du fait qu'il y ait des 0-0 et des matchs nuls, c'est aussi le seul sport où il y a aussi des matchs nuls. Ça n'existe quasiment pas en vrai dans les autres sports où justement le système Absolument. de points rend la possibilité de faire des matchs nuls très très rares. Et je pense que tout ça renforce aussi la prévisibilité du football. Messieurs, on va clôturer cette première partie. On va se prendre un petit En temps fait, de respiration. il faudra parler de Et la classification des jeux en fait chez Kaiwa. Et ce qui est très intéressant dans les jeux, c'est que dans le football, tu as à la fois l'aléatoire, ce que tu dis, qui est un des registres du jeu, mais tu as aussi de l'agone, qui est c'est-à-dire de la compétition. Et c'est un des rares jeux où tu as à la fois de la confrontation et à la fois de l'aléatoire. Parfait. C'est pas l'un ou l'autre en fait. Excellent teasing pour cette deuxième partie. On en reparlera évidemment dans quelques minutes. Je laisse Flo faire sa petite revue de presse pour nous détendre. Flo, à toi l'honneur. Salut les comexiens, clopo nostalgiques, olympi sceptiques, glucksmano prévisibles, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, c'est donc la dernière de la saison. La dernière avant de se lancer dans le grand bain de l'été. Le Glucksmano prévisible est très bon. La dernière avant de se lancer dans le grand bain de l'été entre un Tour de France qui s'annonce explosif, comme le confiait Thibaut en antenne hier, des Jeux Olympiques à la maison et un Euro passionnant, pour lequel nous vous réservons un dispositif inédit. C'est donc avec toute cette excitation et non sans émotion que je vous ai donc préparé cette dernière revue de presse de la saison, entourée, comme vous le voyez, de ma Dream Team du dernier numéro de la revue de l'After intitulé « Coach, un métier de fou » et enrichi par des sujets vintage sur le foot communiste. Ah, Thibaut Leplat, Daniel Riolo et le communisme, c'est donc une longue histoire d'amour, un peu comme Valentin et Céline, Jean-Claude Gaudin et la probité, ou encore David et cette génération d'assistés. D'assistés, de tir au flanc fermé même un jour férié et qui nous oblige à sortir faire plusieurs centaines de mètres pour trouver des couches un lundi de Pentecôte à 19h30 passé. Bref, une génération d'assistés dont la globalisée Première Ligue serait le fer de lance. Et oui, n'en déplaise à Val, au pays de Thatcher, la généreuse Première Ligue récompense les petits cancres à coups de parachute doré depuis la saison 2006-2007.
Ironique et paradoxal, dans un pays où l'État-providence, le welfare state, comme nous l'explique et nous l'apprend David, qui a encore voulu nous en mettre plein la vue dans son article pour la dernière revue L'After, est réduit à la... Un parachute rassurant, destiné à amortir l'impact financier et social d'une descente du championnat le plus lucratif du monde vers son antichambre, et renvoyant comme message subliminal: cramez de l'oseille, si vous vous ratez, on sera là. Relégué la saison dernière, Leicester aurait ainsi touché 96 millions de livres s'il était finalement resté 3 ans en Championship, soit une masse salariale équivalente à celle des 8 plus petits budgets combinés de la division, et même 3 fois plus importante que le 5e employeur le plus généreux du Championship. Bref, une sacrée distorsion de concurrence, aussi absurde qu'anti-méritocratique, et masquant les échecs et faisant oublier les autres actionnaires prêts à toutes les pires excentricités pour rivaliser. Comme Derby County et son stade hypothéqué, ou Reading et sa masse salariale atteignant 2 ans et demi de son chiffre d'affaires, pour ne citer que. Mais un changement peu envisageable en dépit d'alternatives possibles pour que le parachute ne demeure pas trampoline et ne casse pas toute imprévisibilité. Un parachute qui aurait en revanche été bien utile au président iranien Ebrahim Raisi, dont on peut cependant noter en dépit du contexte géopolitique plus long, La transition. d'apaisement avec la France dans un bien bel hommage à nos médaillés olympiques Camille Muffat et Alexis Oh là là Vastine là là. à quelques mois des... C'était la dernière, mais pour toute ta vie, tu aurais dû Ouais. De toute façon, a priori, j'ai les gardiens de la Révolution sur les côtes à partir de maintenant, donc ça en est terminé pour moi. Si une chose était en revanche bien prévisible, c'est la crise au sein de 777 Partners et de sa galaxie de clubs. Et particulièrement au Standard de Liège, alors que les avoirs belges du fonds d'investissement sont entre les mains de la justice et que les actions du club sont saisies. Une suite logique après la plainte déposée par les propriétaires du stade de Sclessin, 777 n'ayant pas payé la seconde tranche pour le rachat du stade, soit 3 millions d'euros plus les intérêts. Une situation qui ne devrait guère s'arranger alors que le fonds, en besoin urgent de liquidité, est menacé de faillite et devra batailler pour vendre un club dont les dettes se situeraient entre 30 et 60 millions d'euros, alors que joueurs et partenaires externes n'étaient toujours pas payés en début de semaine dernière. À moins que Bruno Venanzi, ancien président du Standard et représentant les actionnaires de l'immobilière Standard de Liège, les propriétaires du stade donc, ne parvienne à forcer la main de 777 Partners pour récupérer le club contre une bouchée de pain en s'asseyant sur les impayés du fonds d'investissement, ou bien en cassant le projet de rachat du club cette fois-ci, suite à son autre plainte, alors que 777 n'a pas non plus honoré la seconde tranche de rachat du club, estimée entre 4 et 5 millions d'euros, comme l'explique Benjamin Verpoorten sur le site de la RTBF. Une situation folle, un peu comme la dernière journée de Ligue 1 que nous avons vécue le week-end dernier, où les scénarios se sont entrechoqués. Et les scènes qui s'en sont suivies, entre un Régis Lebris pourchassé dans les entrailles du moustoir, et un autre, Pierre Sage, porté en triomphe par tout un virage. Preuve ultime que face à la violence du football et du jugement dernier, l'entraîneur est devenu le bouc émissaire idéal. Devenus en quelques années les narrateurs officiels des aventures de leurs équipes aux yeux des supporters, dans une fascination oscillant entre bouc émissaire et homme providentiel, au cœur d'une violence qui menace l'équilibre de nos clubs. L'occasion pour Thibault Leplat, dans son édito hebdomadaire pour le site de la revue de l'After, intitulé Requiem pour des fous, d'invoquer René Girard. Non, pas le bourrin tacticien, je vous rassure, mais l'anthropologue, qui décrit ce rôle de bouc émissaire, à la fois pansement, soulageant l'équilibre d'une institution menacée par le chaos, tant au moment du triomphe que celui de l'échec, et du paratonnerre attirant la foudre sur lui quand l'orage approche, et dont le sacrifice permet d'endiguer l'agressivité collective et de ressouder la communauté. Car le lynchage et la gloire sont les deux revers d'une même réalité. Ce n'est pas l'entraîneur que l'on congédie ou célèbre à intervalles réguliers, mais une certaine idée de la justice divine. Et cette idée-là ne meurt pas. Lui, en tout cas, ne marchera jamais seul. Jürgen Klopp, loin de cette spirale, a fait ses adieux à Liverpool. Une fin aussi dramatique que celle des Beatles en 1970, originaire, s'il fallait encore le rappeler, des bords de la Mersey également, après l'annonce de leur séparation qui avait bouleversé la ville après 9 années de bonheur. Un bail et une situation finalement comparable aux 8 saisons et demie du coach allemand passé sur les bancs des Reds, dont cette dernière, longtemps attendue comme celle du quadruplé, et qui se sera finalement arrêtée à son prologue avec la victoire en League Cup. Le tout avant un trou d'air sportif aussi bien en championnat qu'en FA Cup et en Europa League, dans un long chemin de croix, amplifié par la colère de Van Dijk envers ses coéquipiers et un clash Salah-Klopp au moment cruciaux où le titre de champion était encore envisageable. Le tout renvoyant aux querelles internes qui minaient les Beatles au printemps 70, à l'insu des gens de Liverpool, comme nous le rappelle donc Sheriff Guémour dans un formidable article croisé pour le site de SoFoot. Mai 2024 aura ainsi été le triste épilogue de la fantastique aventure du Liverpool Football Club de Jürgen Klopp. Tout comme le fut mai 70 pour les Fab Four avec la sortie de leur dernier album officiel Let It Be, ainsi que du docu musical éponyme.
Si la fin de club chez les Scousers s'était éloignée de tout intérêt sportif, son chant du cygne dimanche dans le temple d'Anfield face à un COP qui lui ressemble tant est la preuve que l'émotion, même la plus prévisible qu'elle soit, peut toujours emporter tout un peuple. Merci beaucoup Flo, et je me permets juste de te corriger en disant que l'article de Sheriff n'était pas sur le site de SoFoot, mais bien d'Eurosport. D'Eurosport, pardon, évidemment. Voilà, mais merci quand même pour cette excellente revue de presse, qui était donc la dernière, visiblement, La dernière. vu quelques petites vannes. Le conseil de surveillance, je vais Le conseil de demander surveillance, un exactement. vote du conseil de surveillance. T'es bien. Il faut savoir les passes d'Aranti là et les gardiens de la Révolution sur le dos là. Je me permets, avant de reprendre cette deuxième partie, de vous faire les 3 points de chacun des intervenants que nous avons avec nous ce soir. Les 3 points avancés dans cette première partie. Thibaut, tu commençais en parlant de l'adage politique qui est gouverner, c'est prévoir. Tu estimes que les sciences du football tendent justement à réduire le champ de l'imprévu. Ce qui est un paradoxe, puisque l'imprévu appartient toujours à la volonté de prévoir. Et tu t'interroges sur la question de savoir, est-ce que le football relève-t-il de cette peur de l'imprévu? Tu estimes justement que dans ton 3e point, que le football n'est pas un jeu imprévisible, et tu fais une distinction justement entre l'imprévu et la contingence. C'est un jeu avec la contingence pour mieux la conjurer. David, pour je répondre à la question de de l'imprévisibilité, tu évoques la question de l'élargissement des compétitions. Tu donnes l'exemple, par exemple, des parachutes des clubs de Première Ligue qui descendent en Championship. Et tu parles aussi de la baisse de la perméabilité entre les divisions. Tu donnes l'exemple là aussi du play-off de Ligue 1 qui favorise énormément les clubs de Ligue 1. D'ailleurs, je crois, je ne sais pas si tu as la statistique exacte, mais il n'y a qu'une seule équipe. Non, il y en a deux. Il y en a deux. 2 équipes de Ligue 2 qui ont réussi à monter en première division. Ouais, il y en a 2. Le premier, c'était le 3 de Benjamin Nivet. Et le dernier en date, playoff, a été gagné par l'Agia au penalty à Geoffroy Guichard. Contre Saint-Etienne. Ça lui valu d'ailleurs une suspension. Voilà. De très bons souvenirs. Et Sheriff, tu clôtures cette première partie en disant que le foot est de moins en moins imprévisible. Tu lui donnes l'exemple évidemment de l'avènement annoncé de la Super League, et ce malgré quelques surprises comme par exemple les non-qualifications de l'Italie ou de l'Allemagne aux différentes Coupes du Monde, mais que évidemment le football reste le sport le plus aléatoire, et c'est bien ça qui nous attire. Tu donnes l'expression « l'aléatoire est attractif » pour argumenter tout ce que tu dis, et tu finis en disant qu'on est les adorateurs d'un sport, d'un jeu qui peut s'achever sur un 0-0 et que c'est presque un art de vivre. Basculons désormais sur notre dernière partie, et Thibaut, justement, je crois que tu voulais relancer en posant une question. Oui, parce que quand on parle je crois qu'on est d'accord sur le constat, sur le fait que le champ du prévisible se réduit, même avec des nuances, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas se tromper d'objet. Mais bon, dans l'ensemble, on voit bien que pour des raisons multiples, le champ de l'imprévu se réduit, précisément parce que le football progresse. Mais moi, ma question que j'ai envie de vous poser, peut-être pour relancer le débat, c'est de savoir si est-ce que cette réduction de l'imprévisibilité, c'est un progrès du football ou plutôt une régression du football? Est-ce que, parce que dans la science, quand on arrive à mieux prévoir, c'est un progrès, mais est-ce qu'en matière de football, c'est valable aussi? Selon vos champs de compétences, hein, je veux dire, que ce soit au niveau économique, j'imagine que c'est plutôt un progrès, je sais pas, David? Non, Non. pour moi, le vrai souci, en fait, si tu veux, c'est que, alors je vais reprendre un constat du candidat Chirac à l'époque, qui avait dit que l'ascenseur social était cassé, et l'ascenseur social dans le football est pas loin d'être cassé également, en fait. C'est vrai que cette cristallisation de l'élite, le fait... Pour toi, c'est une régression, donc ça veut dire que pour moi, c'est une énorme régression parce que... Exactement. Et en plus, on en vient il y a une protection économique, il y a une protection désormais dans le format des compétitions. J'arrive pas à trouver un meilleur épithète en fait pour la décrire. Et c'est valable, comme Sheriff l'a justement dit, avec l'élargissement des compétitions internationales où les meilleurs troisièmes se sont qualifiés en phase éliminatoire, ce qui fait que le Portugal peut gagner 1 euro en ayant 3 nuls en phase de poule. Mais est-ce que ça réduit l'imprévu ou ça réduit l'imprévu ou ça réduit l'imprévu parce que quelque part tous les gros sont quasiment obligés d'être au rendez-vous en fait. C'est une chance supplémentaire. Et donc ça multiplie les occasions de rater. Pas vraiment, puisque de toute façon, en fait, si tu veux, le seuil est toujours plus bas.
tu as plus d'équipes qualifiées, en phase finale. Donc, quelque part, en fait, si tu veux, ça élargit, ça abaisse le seuil de qualification. En fait, Appuyer ce que tu dis, David, on le voit cette saison, finalement, le seul format de compétition qui n'a pas évolué ces dernières années, depuis assez longtemps, c'est les formats de championnat, avec des victoires à 2 points ou à 3 points, peu importe, mais les formats de championnat. Et cette saison, chaque grand championnat, en comptant la France aussi, nous a offert des imprévus. Avec Brest, avec Stuttgart, avec Bologne, avec Gérone et avec Aston Villa, qu'on voit pas forcément en Ligue des Champions, alors d'Europe, alors même que pourtant on a des matchs d'élimination directe. Ouais, mais après, et là où j'en viens, c'est que, par exemple, en Première Ligue, il y a un sentiment assez malaisant et inconfortable qui est en train de se dégager. C'est suite au non-jugement suite à l'affaire City. C'est-à-dire qu'il y avait une protection par l'argent, plus ou moins claire en Première Ligue, mais désormais, il y a eu 2 énormes cas de mansuétude. Le premier, c'est Everton, que la Première Ligue va absolument sauver. Il y a 777 que tu mentionnais qui n'arrive pas à boucler son tour de table pour le financement depuis 9 mois et qui est toujours dans la course parce qu'il n'y a personne d'autre et qu'il faut sauver le soldat Everton. Et Man City qui qu'engrange les titres, mais il y a quand même 115 infractions qui sont en train d'être jugées. Et la raison pour laquelle le jugement n'a pas été rendu, c'est qu'il y a trop d'infractions. Donc en fait, cette imprévisibilité, attention à, en plus de l'entretenir avec des arguments et des actions visibles, commence à se dégager une espèce un terreau favorable au complotisme ou à toutes les théories. Et je pense qu'il faut qu'on y fasse attention, que le grand public ne pense pas qu'il y ait des raisons occultes autres que celles évidentes pour entretenir en fait une certaine élite. Et là, je pense que ça pourrait être dangereux pour l'attractivité et le sport football en tant que tel. Progrès, recul. Non, je maintiens mon idée de spectacle total et de business arrivé à maturité. C'est le football c'est quasiment une vision marxiste des choses. Hein. C'est la concentration du capital humain. Donc chaque partie Oui, mais du club. chez Marx, c'est la théorie des rendements décroissants. C'est-à-dire que plus tu vas reconcentrer le capital, plus le capital va avoir du mal à se renouveler et plus il va risquer de s'effondrer. C'est-à-dire que la part de profit diminue et il finit par s'autodétruire. Je renvoie au livre 2 du Capital de Marx. Car je ne suis pas communiste, mais j'ai lu Marx. On n'en est pas là, on a la maturité du marché. C'est cette étape où on est actuellement, où tout reste vertueux. Je veux dire dans le côté spectaculaire, parce que c'est ça. La qualité du produit foot en bénéficie. C'est un peu paradoxal. Est-ce que tu disais en premier plan, c'est un peu paradoxal avec ce que tu disais en premier point, que tu considérais que le football était moins imprévisible, et en même temps, la Ligue des Champions, qui est le spectacle, comme pour te reprendre, le plus prévisible possible, notamment sur le dernier carré, pourtant le spectacle est au rendez-vous. Donc, d'où il vient en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement du champ de l'imprévu? Au sein du prévu, c'est ça que tu essaies de dire? C'est-à-dire dans le prévu qui va être prévisible. Pour parler concrètement. Ouais. Sur un plateau de 4, où ce sera toujours les mêmes, Ouais. le scénario du match, lui, va changer. Oui, c'est ça. Mais non, la preuve que non, parce que le chariot change, mais il ne change pas. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que moi, je pense que le concept d'imprévu est pas bon. C'est pour ça que c'est la contingence qui est intéressant. Parce que la contingence, elle fonctionne parce qu'il y a des régularités. Le Real, c'est un très bon exemple. Le Real, c'est toujours pareil, mais c'est à chaque fois différent. Et à chaque fois, on s'accroche, en fait. On se dit, ils vont quand même pas le faire. Tu vois, c'est ça, c'est cette idée-là. C'est cette idée que tu t'attends à un truc qui peut-être va pas arriver. C'est le peut-être qui compte. Et qu'en réalité. D'accord. Tu vois, je pense que l'imprévu, c'est pas simplement l'imprévu de l'identité du finaliste. C'est aussi dans le scénario du match lui-même. Et que parfois, une extrême égalité des forces, une grande égalité des forces, a tendance à stimuler l'imprévu. L'imprévu, c'est aussi un peu comme la sécurité, c'est aussi un sentiment d'imprévisibilité, en fait, si tu veux. Il faut donner le sentiment aux spectateurs et aux joueurs et aux suiveurs et aux consommateurs
que tout peut se passer. Et ça, c'est Bien la sûr, grande c'est force de la c'est Ligue des Champions. c'est le problème de la C'est ce Ligue 1, c'est la sentiment. prévisibilité du résultat, du PSG à la fin, qui est sûr d'être champion chaque saison. Ça, c'est un drame pour un championnat. Absolument. Mais d'ailleurs, la Ligue n'a pas du tout travaillé, en fait, là je le disais sur les locomotives, mais sur ce sentiment d'imprévisibilité. Et d'ailleurs, elle ne le considère même pas, elle l'écarte d'un revers de la main. Moi, je connais des gens qui sont des anciens collaborateurs de La Brune, et ils tenaient ce discours, même quand il était président de l'OM, même avant qu'il soit président de l'OM. Il a toujours été pour cette théorie des locomotives, et c'est vrai que c'est quelque chose de navrant, c'est quelque chose qui... Enfin, on voit avec ce simulacre d'appel d'offres des droits télé, que la valeur des droits télé dans le marché libre, c'est 500 millions d'euros. C'est ce que DAZN a été prêt à proposer. C'est un camouflet absolument incroyable. Enfin, Cyril Linette, dans les grandes gueules du sport, qui a fait quelques appels d'offres, qu'un observateur assez avisé, il se félicitait d'un bon accord politique. Je pense que c'est quand même un énorme... Quand on parle d'un appel d'offres, qui est censé être régi par la règle de concurrence libre et non faussée, c'est quand même un peu... ce sentiment d'imprévisibilité, en France, en tout cas, en Ligue 1, n'est pas du tout. Thibaut, tu posais la question de savoir si c'était un progrès ou un recul. Comment est-ce que tu peux... J'ai été surpris de cette question parce que pour moi, c'était assez évident que c'était plutôt un recul. Est-ce que je suppose que si tu poses la question, c'est que tu l'as envisagé d'une autre manière ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est paradoxal, en fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement le sentiment que l'imprévu, réduit. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'imprévu fait partie de la volonté de prévoir. Ça reste le même univers. Et qu'en réalité, l'exemple de la Ligue des Champions en était un excellent exemple. Imagine par exemple que tu sois fan de théâtre, que tu sois fan d'une pièce, tu es fan de Bérénice, de Racine, et tu vas le voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu vas le voir 25 fois, 50 fois. Qu'est-ce que tu vas dire? Que même si c'est toujours pareil, à chaque fois c'est différent. À chaque fois, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la répétition qui est de l'ordre de la singularité. Et c'est ça qui est complètement paradoxal dans l'idée de l'imprévu. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est ça. C'est toujours la même chose avec des champions. Toujours la même musique. Alors là, on va changer un peu de format. Mais c'est toujours la même musique, c'est toujours les mêmes clubs, c'est toujours la même chose. Et l'erreur peut-être de Florentino Pérez, c'est de s'imaginer qu'il faudrait qu'il n'y ait que des Real Bayern toute l'année. Non, ce qui fonctionne, c'est le Real Bayern à ce moment-là. Même s'il est ritualisé, même s'il a lieu tous les ans, c'est parce qu'il a lieu tous les ans que celui-là va peut-être être différent. Et que le paradoxe de l'imprévu... dont tu vas te rappeler déjà. Voilà. Et le paradoxe de l'imprévu, c'est qu'il a besoin d'avoir un cadre qui est le cadre du prévu. Et que si tu avais un vrai aléatoire, si l'aléatoire était véritablement le ressort principal du football, tu aurais des équipes random tout le temps, et plus personne n'aurait la Ligue des Champions. Si tu n'as que des Porto, Monaco en finale de Ligue des Champions, personne ne va mettre 1 milliard, 2 milliards pour pouvoir se payer des droits. Non, ce qu'il faut, c'est que tu aies les têtes d'affiche. Et la difficulté, c'est d'arriver à, dans le cadre du prévu, d'avoir une marge qui va être la marge du peut-être. Et ce peut-être-là, c'est la contingence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régularité, mais dans le cadre de cette régularité, il faut qu'il y ait une singularité possible. Et c'est toute la difficulté de l'organisation des compétitions. Et c'est pour ça que la Brune est à la ramasse, mais bon, ça on le savait, et que dans l'idée du championnat, c'est-à-dire que si c'est toujours le même qui gagne à la fin, et que l'objectif c'est de savoir qui va finir 3e ou qui va finir 2e. Tu crois que c'est la volonté de La Brune, ça? Absolument. Affiché. Non, sa volonté c'est de ruissellement. Sinon tu donnes pas 200 millions à CVC. Sinon tu donnes pas 200 millions au PSG sur la même CVC. Sa volonté c'est de ruissellement, c'est-à-dire que c'est un rapport de force, celui qui gagne plus d'argent gagne à la fin, et parce que sur le long terme ça fait gagner tout le monde. S'imagine ça. Pourquoi pas? Je veux dire, on peut le penser. La difficulté c'est que ça résiste pas à l'analyse. C'est-à-dire qu'on constate bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La première ligue, pourquoi ça fonctionne? Pas parce que Manchester City est plus riche que les autres, parce qu'il y en a plein de très riches qui se tirent la bourre entre eux. Et que jusqu'à la dernière journée, il y a un imprévu. Même s'il y a une part de prévu qui est le budget, le top 5, top 6, top 7, tu vas être capable de dire qui va être dedans. Mais à l'intérieur de cette prévue, il y a une énorme part d'imprévu, qui est les confrontations directes, les matchs qui basculent sur un détail. Et il est là, en fait. Et les gros qui tombent, surtout. Oui, les gros qui tombent. Bien sûr, les gros qui tombent. Et en plus, avec cette idée que tu peux quand même te taper un Ipswich, tu peux avoir un Brest, tu peux avoir un Girone en Espagne,
qui va avec 60 millions de budget est capable de répondre être capable d'injecter une dose de contingence, à être cet accident, ce clinamel, on dit en latin, c'est ce clinamel, c'est ce moment où il y a quelque chose qui va dévier de sa trajectoire prévue. Et je crois que c'est pour ça que c'est plus que l'aléatoire, en réalité, le sel du football. C'est plus que ça. C'est l'aléatoire dans un cadre bien particulier et qui ressemble beaucoup à l'aléatoire de l'art, en quelque sorte. Quand tu relis un roman plusieurs fois, un chef-d'œuvre, à chaque fois tu trouves quelque chose de nouveau. Et que le nouveau, il n'est pas nécessairement dans ce que tu vois, mais il est dans ce que toi tu attends. Moi, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai peut-être une question pour Chérif. Chérif, est-ce que tu penses que le sentiment d'imprévisibilité est aussi en chute libre parce que nous savons trop du football? C'est-à-dire qu'avant, on découvrait des équipes quand elles jouaient contre les clubs français en Coupe d'Europe. Moi, je me souviens que les premières années où j'ai commencé à regarder le foot assidûment, c'était des Monaco qui jouaient contre Roda, Cannes qui jouait contre Salgueiros, Monaco qui jouait contre le Torpedo de Moscou. Donc en fait, et j'avais absolument aucune information sur ces équipes. Est-ce que maintenant, on est moins surpris parce qu'on sait trop? Mais trop au sens premier du terme. Moi, je pense qu'on sait trop du football. On veut trop savoir. On sait trop. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu penses que ça contribue aussi à... Non, mais je pense qu'avec le temps qui passe, il y a toute une culture du foot en général qui est en train de disparaître tout doucement. Moi, comment on dirait? Moi, la Super League, je la vois tous les jours en bas de chez moi avec les ados qui ont des maillots Chelsea, des coupes-vent Bayern ou des sacs Juventus. Ils s'en foutent de tout ça, de la culture, du passé, de l'histoire des clubs et tout. C'est devenu un produit de consommation, c'est des marques. Et je pense que ils sont déjà là-dedans. Et je pense que le plateau, il est figé à une vingtaine de clubs à peu près. Il y a quelques entrants de temps en temps. Tu vois, par exemple, est-ce qu'à un moment, je pense que Lyon était rentré dans ce plateau. Bah, ils en sont sortis. Il reste le PSG, Marseille. Ça restera là, ça restera comme ça pour la France, deux clubs. Un club hollandais, l'Ajax, et puis après tout le reste, bon, Dortmund, Bayern, les 5 clubs ou 6 clubs anglais. Et je pense que c'est la culture McDo du foot, c'est-à-dire un goût qui est pas extraordinaire, mais qui s'est généralisé et qui appartient à tout le monde, à tous les spectateurs. Et je crois que tout ça, ils s'en foutent un peu. C'est pour ça que je pense sincèrement que la Super League existe déjà dans les inconscients, dans les subconscients, appelez ça comme vous voulez. Et on est prêt à consommer du Bayern Real 2 fois par an, Thibaut. Mais on est dépassé, hein, nous, je veux dire, on a passé un certain âge où on est attaché à un écusson, à l'histoire des couleurs, au revers du col du maillot, à l'historique. On connaît tous l'histoire de Leverkusen et tout. Les enjeux de Leverkusen, c'est de savoir s'ils vont s'intégrer dans ce plateau de consommation de masse généralisée ou s'ils n'entreront pas. On verra dans les prochaines années. Dortmund y est rentré, le Bayern y est rentré. L'Atlético y est rentré. Voilà. L'Atlético y est arrivé. Ouais. Oui, non, c'est ouvert, mais c'est à la marge. Hein. C'est à la marge. Le temps, comment ça s'appelle, l'espace de cerveau disponible, il est pas inextensible. Je pense que le football structuré, le football aujourd'hui, je parle pas des sélections, je parle du foot de club. Il a atteint sa structuration quasi définitive auprès de la jeunesse mondiale, qui se résume à, je sais pas, 20-25 clubs qui sont prêts, et ces jeunes-là sont prêts à les voir tous les ans. Ils parient régulièrement dessus. Je ne savais pas que le phénomène de pari, il était aussi généralisé, aussi addictif chez les jeunes. Hein. Et toujours les mêmes équipes. Donc, alors pour répondre à ta question, David, un Juventus Frosinone
Un Bayern Offenheim, non, ça intéresse personne. C'est pas vrai, ça nous intéresse encore. Il y a quelque chose qui nous rattache à ça. Mais bon, Manchester City qui va jouer à Luton. Bon, allez, passons à autre chose. Passons au plateau. Passons au menu McDo à une vingtaine de plats et desserts et 4 ou 5 boissons. D'ailleurs, il est trop varié. La dernière fois, je me suis retrouvé devant une paye que j'étais pas allé. Ouais, c'est Non, pas reparti, du tout. Et je me suis il a retrouvé pas devant un compris le énorme début du écran digital. En fait, si tu veux, il y a un choix incroyable. Non, 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 mais quelque part, le football nous échappe et quelque part, il est passé à autre chose avec les nouvelles générations qui consomment différemment, qui ont une autre vision. Mais regardez les jeunes lycéens, c'est affolant. Enfin affolant, non, c'est un constat. Moi, je m'en fous. Moi, les coupes-vents, les maillots, les coquilles de comment t'appelles, les coques de portable. Il y a tous les clubs, il y a tous les grands clubs européens. Il y a des filles. Je fais pas de sexisme. Hein, il y a des lycéennes qui sont en survêt Bayern. Mais tu connais quoi au Bayern? Et pourtant, elles portent ça de façon très naturelle. Ça vous surprend pas ou ça vous Ça s'appelle interpelle la pas? désacralisation du club, mais on en parlera peut-être qu'il faudra qu'on en parle l'année prochaine. Mais il y a le même phénomène avec l'art contemporain. Il y a le même phénomène avec l'art contemporain dans les années 60. C'est-à-dire que Peut-être. Mais petit à ça vous petit, interpelle ou pas, le vous? club a perdu de son aura. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense pas que ce soit que historique. Je pense pas que ce soit que une évolution qu'il faille regretter ou encourager. Je pense qu'il y a, il y a de nouveaux Ah modes non, c'est un constat. Hein. de nouveaux modes de consommation du football où effectivement les maillots, par exemple les couvents, ne sont pas uniquement des signes d'appartenance ou ne sont même de moins en moins. Ce sont plutôt d'abord des signes de consommation de masse, de produits de mode en fait. Comme tu peux avoir du Chanel, J'aime comme Thibaut annonce la saison 3 du Comex sans rien. sur ce... Ouais, les gens vont dire ouais, il va s'essouffler. Non, non, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Non, c'est pour ça que je parle de consommation McDo. Il n'y a pas d'appartenance, il y a pas de... Oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est un Et constat. peut-être qu'il y a l'appartenance, mais qui prend une autre forme. L'appartenance prend une autre forme. Je sais Et même pas. je suis pas si sûr que sûr que toi que le plateau soit à ce point établi. La preuve étant la menace de la Super League, les équilibres, regarde Newcastle qui tout à coup sort de nulle part. Les clubs sont extrêmement fragiles. City, qu'est-ce qui va se passer avec la Première Ligue? Je suis pas certain que ce soit si établi que ça. Et qu'on a tendance à le voir Ah, de j'ai pas manière dit que c'était statique. définitif. Non. Ouais. J'ai pas tendance, il faut pas le voir à mon avis de manière trop statique. Je pense qu'on a tendance à le voir de manière statique parce que nous, on a le nez dedans. Mais je sais pas, regarde, moi je vois par exemple le Real, enfin tout le monde parle du Real, le grand club, les gamins qui soutiennent le Real, ils disent ah ouais, c'est une sacrée institution, alors ils savent pas pourquoi, mais ils savent quelque chose de différent là. Et que après la responsabilité est aux plus âgés de répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire, voilà pourquoi. Mais tu peux être supporter du Real et porter, c'est le monde actuel, tu peux être supporter, c'est la coexistence pacifique des antinomies, tu peux être supporter du Real et en même temps porter un maillot du Bayern le week-end. Parce que tu te trouves beau, tu vois. Ce qui nous semble impossible, en fait, tu vois, ce qui nous semble Ouais, presque un bien sûr. Ouais, sacrilège. ouais. Il y a une forme de désacralisation de la marque. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un objet de consommation courante. C'est un maillot de foot, mais que tu vas mettre avec des pompes de marque, que tu vas mettre en soirée. Tu n'es même pas obligé d'être fan de foot. Nous, on s'imagine que le mec qui a un maillot de Chelsea, il est obligé de connaître toute l'histoire de Chelsea. Mais pas forcément. On est d'accord, Thibaut. On est d'accord. Sur le constat, ouais, on est d'accord. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. On va clôturer là. On va évidemment Ouais, terminer pour les recos. avec nos différentes recos. Tout à fait, Thibaut, tu connais parfaitement le format de cette émission. Bravo à toi. Je le surveille de Euh, près. Bah oui, je me souviens, le conseil du surveillant surveille. C'est comme ça Voilà. agit. Je te laisse y aller, Thibaut, pour la première reco. Ouais, pour terminer la saison, j'ai attaqué un bouquin que j'avais acheté il y a très longtemps, qui est sorti en 2013, que j'avais parcouru mais pas lu dans le détail. Là, je me suis replongé. C'est le Angels with Dirty Faces, en espagnol Ángeles con caras sucias, bouquin de Jonathan Wilson, une bible sur l'histoire du football argentin. C'est un chef-d'œuvre, ce bouquin. Je suis en train de le lire, c'est extraordinaire. C'est la littérature. Non, mais non, cher ami, jamais. Malheureusement non, malheureusement non, mais il est, bon, à minima, vous parlez anglais. Leur version originale est en anglais. Moi, je l'ai lu en espagnol parce que je l'ai acheté à Madrid, celui-là.
Mais voilà ce que doit être un livre de football, c'est ça. C'est-à-dire une traversée de l'histoire de l'Argentine du XXe siècle. On parle du péronisme, on parle des militaires, on parle évidemment de Menotti, on parle de Messi, on parle de la vie à Buenos Aires à l'époque où le bouquin a été écrit dans les années 2010. C'est un travail remarquable, Jonathan Wilson, et franchement, je crois, avec une poignée d'autres, pour moi, le must en fait de ce qui se fait en littérature de football et qui va bien au-delà de petits historiens. C'est bien au-delà. Ce journalisme-là est quelque chose de remarquable. Donc, il faut lire ça. J'espère qu'un jour il sera traduit. Angelos with Dirty Faces ou Angeles con Caras Sucias de Jonathan Wilson. Jonathan Wilson, qui est aussi l'auteur de La pyramide inversée. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est Évidemment, vrai. tube Voilà. interplanétaire. Mais il a écrit que des tubes. Hein. C'est Jonathan Wilson, il écrit dans le Guardian, pour ceux qui suivent toutes les semaines. Mais il a écrit que des tubes. Hein. C'est remarquable. Lui et Simon Cooper, c'est pour moi les deux maîtres en littérature anglo-saxonne, je crois. Peut-être Sheriff en aura d'autres, mais je pense que ceux-là sont incontournables. Voilà, le décor est planté. David. Alors, ouais, je vais en deux. Premier, je me permets ça pour finir la saison. Dernière saison de ma série préférée qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, qui est une série qui raconte la vie au quotidien. Alors, c'est très romancé, du créateur de Seinfeld, qui s'appelle Larry David. Et pour ceux qui ont aimé Seinfeld, ils vont absolument adoré Curb. C'est la saison 14, donc vous avez beaucoup de ces épisodes de 20 minutes à rattraper, mais vous pouvez picorer, en fait, faire des épisodes, mais c'est absolument hilarant, c'est un humour ultra fin, voilà, vraiment d'une énorme qualité. Et pour recommander alors un journaliste anglais, juste si vous avez l'occasion, vous êtes abonné à The Athletic, allez lire les articles économiques en général de Matt Slater, S-L-A-T-E-R, comme Robbie Slater, l'ancien joueur australien du RC Lens. Voilà, c'est Matt Slater, et donc c'est absolument remarquable. Il avait fait, je sais que tu t'en souviens, Val, puisqu'on en avait parlé, pendant une semaine, chaque jour, un article sur des clubs en difficulté financière. Et fait Ah Lyon, oui, c'était il n'y a pas longtemps, ça. Everton, Barcelone. C'est lui, exactement. Et c'est quelqu'un enfin, c'est un journaliste remarquable. Donc voilà, très pédagogue. Donc voilà, c'est deux recommandations. Très bien. Sheriff. Alors, Jacques Prévert, grand bal du printemps. Alors Jacques Prévert, on le connaît tous avec Paroles. C'était des poèmes assez écrits, assez structurés. Là, c'est un autre recueil de poèmes de Jacques Prévert. Alors c'est une œuvre beaucoup plus éclatée, c'est carrément psychédélique, c'est du cut-up à l'américaine. C'est pas toujours facile à suivre. Et en fait, c'est du Prévert complètement barré. C'est un peu moins sympa à lire que Paroles, mais je tenais vraiment à le lire. Et puis, il y a des poèmes que j'ai trouvés assez musicaux. Donc voilà. Très Jacques bien. Prévert, grand bal de printemps. C'est plus fin que Paroles, hein, quand même. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être prochainement une source d'inspiration pour un de tes futurs articles. Je suis prêt à le parier. Peut-être. Flo. Une fois n'est pas coutume, un contenu L'équipe explore qui s'appelle Everest, la cascade de la mort, écrit par Christine Thomas, qui dure 25 bonnes minutes à lire comme l'intégralité des contenus Équipe explore, et qui se plonge un peu parce que c'était le triste anniversaire, les tristes 10 ans de la plus grosse tragédie dans l'ascension de l'Everest, et en fait le glacier de Khumbu, qui est l'endroit le plus meurtrier dans l'ascension, qui se situe à 5500 mètres d'altitude, et où 16 Sherpas étaient morts il y a 10 ans de ça, et où 46 personnes ont perdu la vie. Donc c'est voilà, encore une fois, l'endroit le plus meurtrier, et donc il prend beaucoup le point de vue des Sherpas, tiraillés entre les dangers et le besoin financier, et aussi la folie alpiniste de beaucoup de personnes qui est en train de détruire l'Everest. Parfait, merci Flo. Et je vais clôturer ces recommandations en toute humilité, puisque je vais vous recommander de vous abonner à notre chaîne 11e art, parce que des choses très importantes arrivent, puisque nous mettons en place évidemment un énorme dispositif à l'occasion de l'Euro qui arrive, qui commencera. Donc notre dispositif commencera le 7 juin, l'Euro commence le 14. Pour ceux qui nous ont suivis un peu sur les dernières grosses compétitions, ce serait assez similaire. On aura des previews de chacune des équipes avec différents experts de la compétition.
à partir du 7 juin, et puis à partir du 14 juin, une émission quotidienne. Voilà, on vous repartagera évidemment le détail de tout ce dispositif sur nos différents réseaux sociaux, mais voilà, beaucoup de boulot, nous, en perspective, mais pour un dispositif qui s'annonce extrêmement complet, sur lesquels nos 3 intervenants du soir interviendront très probablement. Donc voilà, avec toujours énormément de qualité. Donc voilà, abonnez-vous à notre chaîne 11e art, c'est hyper important pour nous, que ce soit pour nous soutenir et même pour notre référencement sur les différentes plateformes, pour que les gens voient ce contenu, des gens qui ne sont pas habitués à nous écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient énormément. Si vous pouvez aussi, n'hésitez pas à faire quelques petits dons sur notre cagnotte Hello Asso, des petits cadeaux de fin d'année comme ça qui pourront nous servir à financer la production de ce dispositif aussi notamment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous le pouvez, évidemment aussi à côté, vous abonner à la revue de l'After, parce que il y a 1 euro qui arrive, mais après il va y avoir un petit temps un peu plus calme avant la reprise des compétitions. Donc si vous voulez vous distraire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la revue de l'After, qui est toujours une revue extrêmement qualitative. Pour ça, vous allez sur le site l'after.media. Messieurs, merci beaucoup pour cette dernière émission et merci beaucoup pour cette saison du Comex qui fut une nouvelle fois extrêmement enrichissante. Je ne sais pas exactement comment se formalisera ce podcast la saison prochaine, mais j'espère en tout cas qu'il a de beaux jours devant lui. J'en profite au passage pour remercier évidemment JB, Olivier Jarros et Timothée Mémon, qui ne sont pas avec nous ce soir mais qui ont participé à différentes émissions dans la saison. Et je vous remercie évidemment tous les 3. Ils ne sont pas morts, ils vont très bien. Ils vont très bien. Juste, ils n'étaient pas là ce soir. Mais voilà, merci à tous. Et il y a un petit format court qui arrive, je crois, mercredi sur 11e art, qui sera le dernier épisode de la saison. Mais voilà, sinon on se retrouve à partir du 7 juin sur nos antennes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.